C'est bon? On y va? Bon. On est tout oui. Donc aujourd'hui, du coup, on est principalement sur les plantes maîtresses et j'ai le plaisir de m'adresser à, voilà, à quelques personnes on en a déjà parlé un petit peu ensemble, mais voilà, il y a quelques personnes ici qui m'ont pas encore entendu en parler, donc ça va être un plaisir de pouvoir vous faire vraiment découvrir cet aspect de ma vie, en l'occurrence, qui me tient énormément à cœur. Donc, euh, donc je vais commencer très simplement. En Amazonie, du coup, il y a beaucoup de plantes. Et parmi ces plantes, en fait, il y a des plantes qui sont des plantes maîtresses. Donc, c'est des plantes qui ont un esprit. En fait, c'est pas le cas de toutes les plantes amazoniennes. Autrement, ça serait vraiment énorme. Donc, mais il y en a certaines, en fait, qui sont considérées posséder un savoir et un pouvoir qu'elles peuvent transmettre, en fait, à l'être humain. Donc, pour pouvoir en fait entrer en contact vraiment avec les plantes et qu'elles acceptent en fait de nous transférer, de nous transfuser en fait un petit peu de ce savoir et de cette force, il y a un protocole en fait qui existe, qui est vraiment très articulé en fait. C'est pas quelque chose qui s'invente en fait. C'est pas quelque chose que juste tu bois une tisane et tu peux connecter avec l'esprit de la plante, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vraiment quelque chose de très articulé. Donc alors, il y a plusieurs règles, en fait, vraiment. Il y a plusieurs règles très importantes à suivre. Donc déjà, en fait, l'isolement. Donc tu vas aller dans la jungle et tu vas en fait être dans une petite maison qu'on appelle tombeau, en fait, dans laquelle tu vas rester vraiment isolé sans croiser personne à part ton chaman, en fait, durant tout le temps de la diète. Alors cette idée d'isolement, je pense que c'est quelque chose qui existe déjà dans beaucoup de traditions spirituelles, comme quoi c'est vraiment très important en fait pour accéder à un certain monde subtil aussi, mais une certaine intériorité d'être absolument en fait seul avec soi-même et encore plus en fait quand tu comptes entrer en contact avec des esprits qui se trouvent du coup dans le monde subtil, ça demande en fait c'est alors les esprits des plantes, il peut y en avoir qui soit vraiment, comment expliquer ça, assez grossier, presque j'ai envie de dire, vraiment ça débarque et tu peux pas passer à côté, mais il y a aussi beaucoup de messages quand même qui sont pas forcément faciles à attraper comme ça. Donc en fait ça nécessite vraiment d'être toi très dans un espèce de silence en fait, un espèce de silence et dans l'intuition aussi pour arriver à saisir des petites choses qui passeraient complètement en fait à côté si t'étais agité, si tout ça. Parce qu'encore une fois, il y a des messages qui déboulent vraiment assez fort, mais la majorité des messages, moi je trouve quand même assez délicats à saisir en fait. Donc voilà, un isolement déjà. Pareil au niveau de l'alimentation. Alors l'alimentation, il y a plusieurs c'est un gros domaine, on va dire. C'est un gros domaine et il y a plusieurs éléments pour lesquels en fait on peut vraiment s'alimenter. C'est une diète en fait vraiment extrêmement stricte. Donc du coup, il n'y a pas de sucre, pas de sel, pas de gras. Pareil au niveau de comportement, tu n'es pas censé interagir en fait avec d'autres personnes. Pas d'alcool évidemment, pas de sexe, même pas de pensée sexuelle en fait. Et encore moins évidemment se tripoter soi-même ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment l'aspect sexuel en fait, il doit vraiment être complètement hors de ta personne comme si ça n'existait pas. Et à vrai dire, même au niveau des rêves, tu es censé pouvoir te contrôler au niveau des rêves et ne pas faire de rêves à caractère sexuel ou, si ça arrive, être capable en fait d'intercéder pour pas que ça arrive. Donc ça demande vraiment de contrôle hein, pour le coup, très strict. Alors par rapport à l'alimentation et tous ces interdits de manière générale, alors l'alimentation déjà pour commencer, en fait on mange d'une façon extrêmement neutre en fait. Et à vrai dire, les indigènes, comment ils pratiquaient traditionnellement, c'est encore pire que ce qu'on nous propose maintenant. Là, maintenant, on a quand même le droit à des fruits le matin, des lentilles, alors sans sel, sans sucre et tout ça, mais enfin, c'est quand même un peu plus varié. Disons qu'ils se sont adaptés au gringo, ils nous donnent des crudités, des machins, ils essayent un peu de varier quand même, quoi. Mais traditionnellement, c'est encore pire que ça. C'est vraiment du yuca bouilli, du riz, des poissons sans dents, mais vraiment quelque chose en fait d'extrêmement neutre. Et encore une fois, cette espèce de neutralité, c'est comme le silence intérieur en fait, c'est de ne pas recevoir en fait d'excitation d'aucune sorte. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que les gringos ne saisissent pas forcément. Ils pensent que c'est parce que plus au niveau santé, je pense. Ils pensent qu'effectivement, voilà, le sel, le sucre, voilà, c'est parce que c'est pas sain ou parce que au niveau moléculaire, on va dire que ça va moins agir. Alors il y a une idée quand même effectivement de propreté physique. Et c'est vrai que les plantes, elles rentrent plus facilement dans ton corps quand d'une manière générale, ton corps est bien pur. Bon, même si de toute manière, les plantes, elles vont purifier par elles-mêmes, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Mais il y a aussi effectivement cette idée vraiment de neutralité.
Donc en fait, pour être vraiment en fait réceptif à ce qui se passe avec les plantes, de ne recevoir en fait d'excitation, de stimulation en fait d'aucune sorte. Ce qui fait que du coup, quand tu as des stimulations infimes des plantes, bah, tu es capable en fait de les saisir. Donc moi, je trouve ça assez intéressant. Euh, donc, euh, donc voilà. Et donc tu rentres dans d'espace en fait, un espace assez sacré à l'intérieur de toi, dans ton petit tombeau en plein cœur de la jungle. Et c'est dans cet espace en fait que toi tu vas pouvoir accueillir l'esprit de ta plante. On a coutume aussi souvent j'aime bien cette petite métaphore, en considérant que ton corps psychique et ton corps physique, en fait, c'est une espèce de maison, et qu'en fait, les esprits des plantes, c'est comme des invités, en l'occurrence des invités de marque, des gens assez nobles que tu vas accueillir en toi. Et donc, évidemment, quand tu as des invités, même des invités pas forcément nobles, mais des invités que tu respectes au minimum, quand tu les fais venir dans ta maison, bah, tu nettoies ta maison, tu fais en sorte de te rendre très disponible. Tu vas pas être en train de faire autre chose ou d'être au téléphone ou de bouquiner quand il y a des gens chez toi en fait. Donc vraiment tu leur offres en fait un vrai accueil en fait, hein. C'est un vrai accueil, oui, faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils aient envie de rester et qu'ils aient envie effectivement peut-être de s'asseoir sur le canapé et de commencer à parler avec toi en profondeur quoi. Donc moi j'aime bien cette métaphore, je trouve qu'elle est extrêmement parlante, et ça aussi ça redonne en fait le côté considérer qu'en fait les plantes, même si évidemment elles ont des propriétés médicinales et qu'elles peuvent nous aider vraiment au niveau thérapeutique, ça leur redonne en fait leur dimension d'être, leur dimension d'esprit, leur dimension vraiment d'entité avec lesquelles on va interagir, avec lesquelles on va partager et avec lesquelles il va y avoir en fait un vrai échange, un échange profond qui peut potentiellement en fait apporter autant qu'à l'un qu'à l'autre. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, dont moi, qui pensent qu'en fait les plantes éprouvent aussi peut-être une certaine curiosité ou peut-être un certain plaisir en fait à pouvoir connaître le monde humain à travers nous en fait, à travers le psychisme, à travers nos corps, à travers nos émotions, à travers aussi peut-être un individu, parce que c'est vrai que les plantes, on considère en fait qu'elles ont un esprit collectif, donc en fait elles ont certaines particularités quand même. Je veux dire, on en parlait justement avec Larissa l'autre jour au niveau de la liane ayahuasca vraiment elle-même. Donc en fait, quand tu coupes une liane d'ayahuasca, on va dire un peu importe en fait quelle liane c'est. Enfin, on pourrait penser ça. C'est l'esprit global de l'ayahuasca en fait qui va s'adresser à toi, et peu importe en fait la liane. Alors après, c'est pas tout à fait le cas non plus. Il y a quand même quelque chose d'un peu plus spécial. Par exemple, il y a différentes sortes d'ayahuasca. L'ayahuasca cielo qui a une couleur jaune qui connecte vraiment avec les énergies de, je sais pas comment on dit, du monde d'en haut, vraiment les esprits médicaux qui sont vraiment vraiment consacrés à la médecine d'une façon désintéressée de là-haut. Il y a l'ayahuasca raïs, on l'appelle. C'est parce qu'en fait, bon, c'est une racine, hein, de base, c'est une liane, mais c'est aussi une racine. Donc il y a une grosse partie de l'ayahuasca qui est sous la terre quand même. Et c'est vrai que pour l'avoir bu, celle-là, elle est différente. Elle est différente, et tu peux pas non plus la donner à n'importe qui, parce que la transe et la dimension, les mondes en fait qu'elle va t'ouvrir, c'est des mondes qui sont alors obscurs, pas dans le sens forcément négatif, mais dans le sens dense, souterrain. Vraiment la racine de quelque chose, et ça c'est pas quelque chose qu'on peut, je pense, aborder quand on est un novice. Ça a quelque chose d'effrayant de par effectivement la densité du savoir, le côté ancestral, le côté vraiment vieux de quelque chose, d'esprit vraiment, tu vois, qui était là, mais des années-lumière avant toi, qui seront peut-être encore là après. Donc c'est quelque chose de particulier. Donc on note en fait quand même que chaque plante, euh, et chaque, du coup, vraiment plante en tant qu'être physique a quand même ses particularités, que donc les ayahuasca ont chacune quand même une patte différente. Bien qu'effectivement, c'est quand même l'esprit collectif en fait de l'ayahuasca qui s'adresse à toi. Et donc, on est nombreux à avoir noté qu'effectivement, alors l'ayahuasca, en fait, l'ayahuasca notamment, et les autres plantes aussi, mais principalement l'ayahuasca parce qu'elle est visionnaire, donc du coup, on peut vraiment s'en rendre compte, elle emprunte en fait notre cognition. C'est comme ça en fait qu'elle va. C'est comme si son esprit était peut-être un petit peu immatériel, on va dire. Et effectivement, il l'est, hein, dans le monde subtil. Euh, mais en fait, en pénétrant à travers effectivement notre cognition, elle rencontre en fait une sorte
je sais pas, comme une forme d'expression en fait, une forme d'expression nouvelle aussi pour elle en fait. Et que du coup c'est comme une espèce de symbiose entre l'être humain et les plantes et que et voilà quoi. Donc je sais plus pourquoi je disais ça, mais c'est pas grave, je vais continuer. Et du coup c'est pareil en fait, l'ayahuasca il y a quelque chose de magnifique et ça je pense qu'on est, ceux qui la connaissent, on est nombreux à l'avoir remarqué qu'en fait elle trouve en fait un langage qui est vraiment propre à qui est propre à chacun en fait. Par exemple, l'énergie de la terre-mère, l'énergie vraiment je sais pas comment expliquer ça, vraiment de la mer, on va dire, hein, voilà. Selon ton cadre référentiel à toi, selon la culture dans laquelle tu es né, les symboles qui te parlent, ou même peut-être vraiment un passé avec vraiment des souvenirs, en fait, cette énergie qui est quand même elle va se manifester et se présenter à toi dans les visions sous différentes formes. Il y en a qui vont vraiment connecter avec la planète Terre elle-même, d'autres avec le côté Pachamama, d'autres avec la Vierge Marie. Et moi, je trouve ça magnifique en fait que cette plante, justement, elle nous, en fait, elle trouve justement en pénétrant notre psychisme, nos émotions, notre langage symbolique, nos archétypes qui quand même nous sont propres en fait, elle arrive en fait à mettre à notre portée, à la portée de chacun, de la manière la plus juste et la plus précise et la plus résonante possible à l'intérieur de chaque personne. Et du coup en fait c'est pour ça que je dis que c'est une rencontre en fait, elle n'est pas en train de matraquer juste, voilà c'est le Pérou donc c'est Pachamama, c'est les jaguars, c'est les serpents. Alors oui bien sûr il y a de ça, mais elle est aussi capable en fait de s'adapter et de créer en fait un langage vraiment propre entre elle et nous, et elle le fait différemment pour chacun quoi. Et je trouve ça absolument faramineux, et c'est là aussi qu'on voit qu'en fait c'est effectivement il y a une intelligence en fait qui est face à nous. C'est pas juste une question moléculaire où c'est de la DMT en fait qui te stimule de je ne sais quelle zone du cerveau et que du coup ça crée des visions quoi. Non, 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 il y a vraiment une intelligence plus intelligente que la nôtre en l'occurrence, qui s'adresse à notre intelligence et qui est capable en fait de s'adapter à ce qu'elle trouve en nous pour prendre la forme adéquate et mettre à sa portée notre message. Et c'est le cas en fait aussi pour toutes les plantes maîtresses, hein. Alors elles ont chacune, elles sont chacune bonnes pour quelque chose en particulier. Il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent sur la peur, il y en a qui travaillent sur l'ancrage, il y en a qui travaillent sur plein de choses en fait, hein. La liste serait vraiment longue. Mais en même temps, quand tu demandes à... Moi, je connais plusieurs personnes qui ont diété les mêmes plantes que moi et on n'a pas du tout les mêmes expériences en fait. Pas du tout. Donc en fait, c'est comme pour l'ayahuasca. Elles sont par rapport aux rêves, par rapport à ce qu'elles vont nous faire sentir dans le corps, dans les cérémonies d'ayahuasca aussi. Elles sont en fait capables de vraiment nous apporter spécifiquement ce dont on a besoin à un moment de notre vie particulier. Donc ça rejoint ce que je disais au début, qu'effectivement on voit que ce sont des esprits, ce sont des entités, et ce sont des entités très intelligentes et qui sont capables en fait de s'adapter à ce qu'elles trouvent en nous pour nous partager justement une partie de leur savoir et de leur pouvoir. Après, ce qu'on note aussi quand même, c'est que alors oui, en fait, c'est une partie de leur force en fait qu'elles nous prêtent effectivement. Mais dans ces cas-là, en fait, leur force, ce qu'on note, hein, vraiment, et tout le monde le note, c'est pas comme si elles nous transfusaient une force qui était une force presque extraterrestre en fait, une force qui serait complètement extérieure à nous, une force végétale qu'on n'aurait jamais connue. En fait, on s'aperçoit quand elles sont là en fait pour soutenir et éveiller nos propres forces. C'est vraiment ce que chacun note, et c'est aussi pour ça qu'encore une fois, non, c'est pas magique la médecine amazonienne, et que c'est pas juste les plantes et que toi tu peux juste te laisser faire, et alors oui tu te remets à elle, mais en fait pas tout à fait quand même. Il y a une position en fait, une position moi je trouve euh, psychique, physique, de par le respect effectivement, le respect des diètes, mais au niveau de la concentration, au niveau vraiment de la vigilance envers soi-même, au niveau d'un certain lâcher prise, d'une certaine foi. Il y a beaucoup de choses en fait quand même à mettre pour que ça fonctionne quoi. Tu dois mettre en fait beaucoup de toi-même. C'est pas juste que les plantes, voilà, tu sais, tu manges rien, tu t'isoles et puis tu vas faire des rêves, elles vont travailler, puis tu sors de là, t'es remis à neuf quoi. En fait vraiment, il faut que d'une manière ou d'une autre, les forces des plantes, elles éveillent tes propres forces à toi, et je trouve que c'est intéressant. Nous-mêmes qui sommes quand même dans un monde extrêmement déconnecté du corps, quand même, je trouve, on est des êtres extrêmement mentaux, hein. La plupart de nos vies, en fait, on les vit vraiment dans nos têtes, et globalement,
globalement, il se passe pas grand-chose ailleurs, quoi. Et là, du coup, en fait, l'énergie végétale, qui est quand même une énergie extrêmement exubérante, notamment dans la jungle, extrêmement vivace, on le sent dans le chant de la jungle, on le voit à la forme des plantes elles-mêmes, la façon dont elles, je sais pas, même les plantes parasites qui poussent les unes sur les autres sans ménagement, la façon dont elles sont extrêmement vivaces en fait. Et de, ben, je trouve qu'en fait d'être en contact avec ça dans la jungle, en sentant en fait cette espèce de, c'est féroce, hein. C'est féroce, c'est une énergie très dense, une énergie un peu même étouffante, oppressante par moments, et il y a une sorte de violence latente, pas dans le fait en fait qu'il y ait quelque chose de négatif dedans ou de quelque chose de sombre, simplement parce qu'en fait la vie elle-même en fait est une poussée agressive. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jugent en l'occurrence l'agressivité comme quelque chose de négatif, quelque chose qu'il faudrait absolument réfréner. Mais en fait, quand tu vois une graine qui est vraiment dans le sol, quoi, elle est tombée, elle est vraiment dans le sol, et ben en fait, ça, la puissance, en fait, la sève, l'énergie vitale ou la volonté de puissance, peut-être comme dirait Nietzsche, c'est une poussée, en fait, fondamentalement agressive. Il faut crever la graine, il faut traverser la terre sombre et noire, il faut accepter voilà, de rencontrer le soleil, la lumière, d'être brûlé par le soleil, de se développer, d'avoir voilà, les insectes qui au début vont te manger quand tu es une bébé plante, puis après développer un système où tu es en collaboration avec les insectes et grandir, et il y a d'autres plantes qui machin, et les pluies diluviennes sur la gueule. C'est quelque chose en fait mais oui, c'est violent. Effectivement, la vie, en fait, n'est pas quelque chose principalement dans la jungle, mais peut-être aussi dans nos forêts à nous. Je pense que c'est, voilà. Et donc, ça permet aussi de se réconcilier avec des espèces des forces vives, en fait, qu'on s'interdit de ressentir, en fait, ici, parce on le considère comme de la violence. Et effectivement, c'est mal vu. Quelqu'un qui est très passionné, quelqu'un qui affirme, en fait, vraiment je sais pas, même une féminité, en l'occurrence, une féminité affirmée, peut être considérée par beaucoup de monde comme de la provocation, de la... Tu vois, voilà, en fait, on est comme si en fait on piétinait les autres ou qu'on prenait une place qu'on n'a pas le droit de prendre, quelque chose comme ça. Et moi je trouve qu'en fait d'aller diéter les plantes dans la jungle et de rentrer en contact et d'accepter en soi des forces aussi brutales et aussi en fait affirmées et que bah du coup ça réveille ces forces-là qui sont tapées en nous, vraiment la puissance sauvage. Ça me fait penser au livre de Clarissa, la femme qui danse avec les loups. C'est quelque chose en fait d'assez féroce et d'assez sauvage, quoi, de rentrer dans sa puissance d'homme, tout simplement, sans même comparer avec les animaux ou les plantes. En tant qu'homme aussi, je pense on a ces choses en nous et ça se voit justement dans les rituels chamaniques qui sont parfois quand même, je sais pas, quand on frappe sur un tambour, c'est comme comme une espèce de fécondation, quand les danses qui tapent fort avec le pied pour presque féconder effectivement la terre-mère, la rencontre avec les éléments dans un témascal, la hutte de sudation où vraiment c'est pareil, c'est extrêmement violent quoi. Les danses du soleil qui durent très longtemps, les jeûnes où tu manges pas, tu bois pas, tu t'isoles de machin, tout ça en fait c'est féroce effectivement. Mais moi, je pense que ça, en fait, c'est quelque chose dont on est coupé et c'est l'une des puissances vitales peut-être qui nous manque dans le monde actuel. Et donc, effectivement, d'aller diéter des plantes qui vont nous reconnecter avec cette partie primaire, primitive, sauvage, primale et profondément, en fait, pure, sans jugement, juste laisser la vie, en fait, jaillir comme ça, et ben, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'adore. De faire en diète de plantes. Donc, je me suis peut-être un petit peu écartée sur de le truc, voilà. C'est dans le thème. C'est dans le thème, ça va. Voilà. En fait, là où tu avais fait une parenthèse, c'est quand tu parlais des plantes qui sont curieuses Mhm. de ce qui se D'expérimenter passe. d'expérimenter ben moi alors après j'ai pas de preuve hein, évidemment c'est juste un sentiment qu'on est plusieurs à avoir. Une espèce de joie en fait qu'on peut ressentir en elles qu'elles auraient à découvrir nos mondes humains aussi bien qu'elles nous ouvrent effectivement leur monde à elles. Le sentiment je sais pas, des fois qu'elle glisse sur nos émotions, qu'elle découvre effectivement un aspect de la vie qu'elle qu'elle connaîtrait pas forcément, pareil au niveau de l'individuation, puisqu'elle fonctionne quand même plus effectivement en tant qu'esprit collectif, vraiment comme un, alors, chaque espèce est comme ça, effectivement, mais après, il y a aussi la forêt en tant que telle, aussi bien que le mycélium qui soit en dessous. C'est, voilà. Et je me dis que ça peut peut-être, bah, je sais pas, comme la conscience humaine, en fait, qui est la conscience qui est une, mais qui, en fait, décide de s'expérimenter elle-même à travers différentes incarnations, qui sont nous tous, en fait. Ben, j'ai le sentiment que
que la conscience végétale, qui bien qu'elle fait partie de la conscience universelle aussi, quoi, mais elle a quand même sa patte, aussi bien que la conscience humaine ou la conscience animale, c'est quelque chose de différent, et que du coup, elle peut effectivement trouver peut-être le plaisir de s'incarner dans différents individus et de découvrir une nouvelle dimension en fait de l'amour, de la vie à travers nous. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que nous, les diéteurs, on est nombreux à avoir, et du coup, le fait en fait de voilà, l'idée quand on diète une plante, c'est vraiment de devenir ami avec elle et de l'incorporer en fait, hein, véritablement, qu'elle fasse partie de nous et qu'on la transporte avec nous pour toujours. Hein, c'est ça l'idée, quoi. Et que dans ces cas-là, évidemment, si on a leur essence en fait en nous, elles vivent avec nous, elles expérimentent à travers nous. Et c'est aussi pour ça, je pense que beaucoup d'artistes, et pas que les artistes, hein, d'ailleurs, beaucoup de buveurs d'ayahuasca ou de tout ça, d'une manière ou d'une autre, alors soit parce qu'ils vont devenir thérapeutes, soit parce qu'ils vont devenir, mais je sais pas, chanteurs, ou même juste parce que ça va influencer leur rapport les uns avec les autres, ça c'est les plantes aussi en fait qui font ça. Quand tu as les plantes en toi, d'une manière ou d'une autre, tu as t'as envie de les partager à d'autres, en fait. Euh, et c'est ce qu'on voit finalement, à tous les gens qui expérimentent les plantes et qui se sentent appelés à devenir thérapeutes ou quelque chose comme ça. C'est parce que fondamentalement, en fait, il faut qu'ils le partagent. Il faut que l'énergie des plantes qui portent en eux, il faut que ce soit donné à quelqu'un d'autre, en fait. Il faut que cette énergie soit transmise vraiment. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que. Et je pense que c'est ça aussi qui se passe en ce moment et que le monde est en train de changer de gueule et que il y a un développement quand même du monde spirituel et une fascination pour le monde des plantes qui est exponentielle, hein, vraiment ça ne s'arrête plus. Et je pense que c'est parce qu'on est de plus en plus nombreux en fait à porter les plantes et que les plantes elles nous poussent au cul quand même, hein, pour partager. C'est vraiment difficile de garder ça pour soi, c'est même impossible je pense. Hein, donc voilà. Alors j'aimerais revenir vraiment sur comment ça marche une diète de plantes à travers la vision Shipibo. C'est comme ça que je vais l'aborder. Donc les Shipibo, en fait, quand ils nous voient vraiment en tant que gringo, en tant qu'humain, ils voient qu'on est comme mort en fait à l'intérieur, comme ils voient comme un cimetière en fait à l'intérieur de nous, quelque chose de vide, quelque chose qui pourrait porter la vie, mais que c'est pas le cas. On a un principe vital qui est comme le chi, comme tous les principes vitaux de toutes les traditions, que eux ils appellent kaya en l'occurrence. Et en fait, il voit que le kaya, normalement, il est censé circuler librement dans notre corps et c'est lui, en fait, qui diffuse la vie, hein, bien évidemment. Mais en fait, ils s'aperçoivent, en fait, ils nous lisent vraiment quand ils boivent l'ayahuasca, qu'ils nous regardent, en fait, qui nous auscultent, parce que l'ayahuasca, pour eux, il faut savoir que c'est comme un outil de diagnostic, en fait, vraiment. Ça leur permet de nous lire d'une façon, alors, de tout un tas de façons, mais principalement de lire, en fait, dans notre corps énergétique, vraiment. Donc, dans ces cas-là, en fait, ils voient tous les blocages du kayak qui circulent pas comme il faut, quoi. Et donc en fait, eux, vraiment, leur but dans tout ça, c'est vraiment de réensemencer, en fait. Vraiment, pour le dire simplement, en fait, c'est de remettre la vie en nous jusqu'à faire croître en fait une jungle sauvage à l'intérieur de nous. Et que justement, quand ils nous voient, en fait, à la fin, ils voient vraiment la jungle exploser partout à l'intérieur de nous. Donc déjà, pour commencer, ils vont commencer avec leur chant, ils vont commencer par fluidifier vraiment fluidifier tous les canaux, tous les trucs d'énergie qui sont complètement obstrués. Donc quand on comprend les champs Shipibo, vraiment c'est ça qu'ils disent. Hein. C'est ça qu'ils disent. Ils travaillent vraiment en fait oui, à fluidifier, à enlever les blocages, à machin quoi. Donc, euh, donc voilà. Et alors il y a différentes façons de le faire évidemment avec les champs. Alors les champs c'est pareil, les champs évidemment ils sont porteurs en fait de l'énergie des plantes. Je vais te le dire à toi parce que je pense que toi voilà je t'en ai pas encore parlé de ça. Mais en fait les Icaros, les chants vraiment des chamans. euh, un chaman, comment il obtient un Icaros en fait? C'est pas quelque chose qui passe de maître à disciple. C'est pas quelque chose comme beaucoup de traditions en fait où c'est vraiment le maître qui va enseigner ses petits trucs à son disciple et puis après le disciple c'est bon. Là en fait si tu veux, c'est vraiment directement la nature qui enseigne à l'homme. Le maître, en l'occurrence, il va peut-être donner quelques petits. Principalement, un chaman, en fait, lors de son initiation, il est isolé pendant des années dans la jungle sans voir personne. Il n'y a que son maître chaman qui vient un petit peu parfois pour le guider, lui apporter sa nourriture, mais quelque chose d'extrêmement léger. Mais vraiment, l'idée, en fait, c'est qu'il soit en telle immersion dans la jungle, donc en diétant les plantes aussi, qu'il n'y ait plus, en fait, de différence. Alors, déjà qu'il y en a peu, puisqu'ils viennent quand même, en fait, d'une culture, si tu veux, où la nature est extrêmement présente
pour eux, voilà, les esprits, c'est quelque chose qui a pas de, il y a vraiment, c'est pour eux si tu veux. Nous, on fait quand même encore une différence entre voilà, le monde basique et le monde des esprits. Alors, on peut aller dans le monde des esprits grâce aux plantes psychotropes, mais voilà, à part certaines personnes effectivement médiums ou quoi, voilà, eux, si tu veux, dans ces cultures-là, vraiment, même des gens qui se destinent pas à devenir chaman ou qui ne sont pas médiums, euh, ils ont tous eu une histoire, par exemple avec les dauphins, qui sont en l'occurrence pas forcément des dauphins, avec les sirènes qui vivent sous l'eau, avec le fameux Chuachaki, qui est un esprit un peu farceur, c'est le trickster de la selva qui peut prendre une apparence pour t'emmener, pour te perdre dans la forêt s'il considère que tu l'as pas respecté. Et tous les gamins de là-bas sont mis en garde contre le Chuachaki, tous les chasseurs l'ont forcément déjà vu un jour. Ce que je veux dire en fait, c'est que vraiment, voilà, les esprits sont déjà présents. C'est voilà, pareil pour les sorts pour faire tomber amoureux. Les gamins, en fait, ils savent plus ou moins comment utiliser machin, ils savent que ça existe, voilà, c'est vraiment dans la culture, d'accord. Mais ça n'empêche pas que un chaman, en fait, vraiment, quand il part dans la jungle pour devenir chaman, bel et bien, en fait, et vraiment obtenir le pouvoir de guérison, il faut en fait qu'il soit dans un tel état. En l'occurrence, un tel état d'affaiblissement aussi, parce que c'est pas des diètes comme on fait nous, c'est des diètes qui durent vraiment des années. La diète alimentaire est bien plus stricte que ce qu'on peut faire nous. Et nous, je pense qu'on continue quand même à garder un petit contact de par les cérémonies d'ayahuasca, de par les quand même quelques discussions qu'on a avec le chaman, de par le fait qu'on puisse écrire dans un bouquin, puis que ça dure qu'un mois. On garde en fait quand même on n'est pas complètement coupé en fait de de nos racines de civiliser, si tu veux, de la civilisation quoi. Alors que eux vraiment dans la jungle en fait, voilà, mon ancien maestro il m'a raconté, il y a vraiment un moment en fait où tu sais plus en fait, et c'est le but en fait, que d'avoir des visions même en plein jour, de plus arriver à faire la différence vraiment entre un rêve et le machin, que tu vois que ton corps en fait t'apparaisse vraiment comme une extension de la jungle, ou que tu vois qui est vraiment en fait c'est terminé en fait. La jungle et toi, c'est une seule et même chose, et que vraiment t'arrives à ce stade en fait. C'est vraiment ça qui est nécessaire si tu veux et du coup effectivement les informations qui viennent du monde des esprits, moi je les vois les chamans, même quand ils sont pas en transe, même sans ayahuasca, c'est des gens qui sont capables en fait de, ils vivent en permanence en fait dans un espèce d'entre-deux mondes si tu veux vraiment, il y a plus le, il y a, ouais voilà, il y a plus de frontières si tu veux quoi. Et donc quand ils se mettent dans ces états-là en diétant les plantes, en fait c'est l'énergie d'une plante en fait dans le monde Shipibo, c'est une mélodie. C'est vraiment, c'est marrant en fait, c'est de la musique en fait. Et c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir aussi maintenant, hein, qu'en fait effectivement les plantes, quand tu as les bons appareils pour les écouter, les plantes ont une mélodie qui leur est propre, hein, vraiment. Et donc en fait voilà. Euh, et donc pour pouvoir guérir en fait, il faut que le chaman connaisse en fait la mélodie de la plante. Et encore une fois, les plantes elles n'ont pas juste une mélodie, elles vont t'apprendre à toi en particulier, une mélodie qui t'est propre à toi, d'accord. Donc en fait c'est principalement par le canal des rêves, mais bon bien vu quand les chamans soient isolés comme ça dans la jungle, le rêve, le réel, ça n'a plus de, voilà, ça fait plus de différence en fait. Donc ils vont recevoir un chant, tu vois, ils sont en train de diéter une plante, et en fait voilà, ils vont recevoir un chant, et eux c'est vraiment leur boulot de chaman d'être capable en fait de capturer ce chant. Donc ils vont le petit à petit, tu sais, en commençant à le chantonner timidement, vraiment l'incorporer si tu veux, pour qu'il fasse vraiment en fait partie d'eux. Et en fait après quand eux ils chantent ce chant, bah en fait ce chant, cette mélodie en fait, c'est le véhicule sonore de l'énergie de la plante. Donc en fait quand ils te chantent une chanson, encore une fois, c'est pas juste parce que c'est pas juste des jolies chansons qui t'apaisent, ou des trucs comme ça, tu vois. En fait, voilà, toutes les plantes que le chaman a diété, tu vois, elles sont en cérémonie, elles se tiennent comme ça autour de lui, on pourrait dire. Et en fait, quand il voit que tu vas pas bien, si tu veux, il y a une plante en fait qui va se présenter pour venir te guérir à toi. Et en fait, c'est pas lui qui choisit la plante. Encore une fois, c'est pas comme il dirait, bon bah le paracétamol c'est bien pour le mal de tête, et puis tu vois, le tramadol c'est bien pour ça, et puis non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est la plante en fait qui se présente pour venir t'aider à toi. Et lui, dans ces cas-là, en fait, il prête en fait à travers sa voix, à travers son souffle, si tu veux, quoi, qui est comme un espèce de, bah, en l'occurrence, un support énergétique qui peut rentrer toi dans ton corps énergétique, tu vois. Donc en fait, tu as voilà, l'énergie de la plante qui transitionne à travers le souffle, qui est vraiment en fait le canal, bah voilà, le canal énergétique en fait du chaman, à travers aussi le tabac, à travers tout ça, et ça rentre à l'intérieur de toi, et ça rentre en fait dans ton corps énergétique. Donc en fait, c'est quelque chose de presque physique, j'ai envie de dire. Ça n'a rien d'une métaphore, hein. C'est vraiment quelque chose de physique à ce point-là. Alors évidemment, nous on peut pas le voir d'une façon physique, les chamans le peuvent, nous on peut pas le voir en fait si tu veux, mais c'est vraiment quelque chose
chose ils te le mettent dedans, si tu veux, vraiment, quoi. Donc voilà comment ça marche. Et c'est vrai qu'en fait, un Icaro est tellement puissant qu'en fait, et c'est vraiment en fait tellement l'énergie de la plante qu'en fait, un chaman, il est capable en fait de transformer un verre d'eau en remède de plante. Il a un verre d'eau, il n'a pas la plante sous la main, d'accord? Mais toi, tu as une maladie quelconque, parce que les plantes, elles peuvent être aussi médicinales, hein. Bon, admettons que toi, tu as un problème, c'est le Bobinsana qui va te guérir. Bon, bah voilà, il n'y a pas de Bobinsana, d'accord? Il prend un verre d'eau et il va chanter la chanson du Bobinsana sur le verre d'eau. Il va souffler le tabac comme ça aussi. Et dans ces cas-là, si tu veux, ça rentre. On est au courant maintenant que l'eau a une mémoire, hein, et que l'eau est capable en fait de devenir, bah, pareil, un véhicule. Donc en fait, il chante dedans, il te le tend, et ça va avoir l'effet du Bobinsana sur toi. D'accord? Il y a d'autres trucs aussi, parce qu'il y a les plantes évidemment, mais il y a plein d'autres esprits. Moi, je les connais moins, les autres esprits. Donc j'en parle un peu moins, parce que je les connais un peu moins. Mais par exemple, moi j'ai un ami chaman qui m'avait raconté ça. Au village, il y avait. Je crève de soif, excusez-moi. Au village, il y avait un gamin qui s'était fait mordre par un serpent. Et en l'occurrence, bon, y a des remèdes, hein, pour des remèdes de plantes et de machin pour guérir ça. Mais en l'occurrence, là, il fallait faire vite parce que c'était grave comme truc. Et donc, en fait, le chaman, il a chanté en fait le chant de l'oiseau qui est le prédateur du serpent. C'est fort. Parce qu'effectivement, il y a des chants aussi des oiseaux. Par exemple, bon, l'Aïmama, c'est un oiseau qui, bon, il a une petite légende. C'est un petit enfant de base, si tu veux. Et puis sa mère, elle l'a abandonné dans la forêt. Et puis il est monté tout en haut de l'arbre. Et chaque soir, il pleurait Aïe, maman. Et donc il s'appelle Aïmama. Ça veut dire Aïe, maman. Enfin bon, bref. Et donc il y a un oiseau qui fait Aïe, maman. Et il chante comme ça. C'est pendant la. Je crois que c'est en novembre qu'il arrive, cet oiseau-là. C'est un oiseau migrateur. Et bon, bah lui, par exemple, effectivement, il le chant de l'Aïmama, le chant des sirènes, le chant des dauphins, le chant des Yakuruna, qui sont les esprits aquatiques. Bon, bref, il y en a plein des esprits. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, on peut même du coup guérir. Mais c'est marrant comment ça marche, tu vois. Là, pour le coup, il n'a pas chanté la plante, si tu veux, qu'aurait pu guérir. Il a chanté le prédateur du serpent. Pour en fait attaquer, si tu veux, le venin du serpent avec le prédateur. C'est un truc de fou quand même. Et donc là, c'est là qu'on voit la puissance effectivement des chants, et c'est là qu'on voit ce qui se passe du coup, en cérémonie, et à quel point en fait la diète de plantes est vraiment en fait, c'est vraiment être porteur en fait voilà, porteur de l'énergie des plantes. Alors même si moi par exemple j'ai pas reçu forcément de chant ou quelque chose comme ça, effectivement l'énergie des plantes elle est clairement engrammée dans mon corps énergétique, quoi. Et ça, c'est des choses que certains d'entre nous peuvent voir. Moi, c'est pas mon cas en l'occurrence, mais je sais qu'il y a certaines personnes. Et d'ailleurs, c'est censé être un but aussi à la fin de la diète. Euh, donc le chaman, on va dire, voilà, il a bien fluidifié tout ça. Il va te faire diéter une plante, si tu veux. Donc il met une graine à l'intérieur de toi pour que la plante, elle pousse comme ça. Et lui, en fait, son rôle de chaman, si tu veux, c'est de vraiment faire que la plante, en fait, elle pousse comme ça, bien droit vers la lumière, d'accord? Donc il ne cesse, en fait, de te redresser avec ses chants pour être sûr que ta plante, en fait, elle se dirige bien vers la lumière et qu'elle croit bien comme ça. Et donc à la fin de ta diète, effectivement, toi, tu peux le voir toi-même, ou les chamans peuvent le voir. Ils disent qu'il y a comme une jungle, en fait, à l'intérieur de toi, et c'est comme s'ils avaient en fait remis la vie en toi. Et c'est ça en fait pour eux vraiment une diète réussie, c'est d'être vraiment en fait porteur d'une façon réelle de l'énergie de la selva quand même, quoi, tu vois. Donc voilà. Et effectivement, il y a certains d'entre nous en fait qui peuvent voir comme un espèce de maillage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en fait les kénés, les fameux motifs géométriques qu'on voit sur les tissus shipibo, tout ça. Ça c'est pareil en fait, c'est pas juste des formes jolies ou assez vagues. En fait, un shipibo il est capable de reconnaître le dessin sur un tissu et de savoir quel icaro c'est, parce que ça aussi c'est des icaros en fait. Et c'est l'icaro de chaque plante. Donc en fait, c'est les femmes, hein, c'est les femmes qui font ça en l'occurrence. Et elles peuvent regarder un tissu et alors je sais pas comment ils font, hein, selon la forme des dessins, dire bah ça c'est l'icaro de la Yaoma. Ça, c'est l'Icaro de machin. Et donc, du coup, en fait, ces fameux dessins, alors ça, c'est des choses que beaucoup d'entre nous voient quand même. Moi, les kénés, je les vois souvent, en fait, à la fin de la cérémonie. Je les vois. Les espèces de trucs comme ça, je les vois. Et ils sont souvent incrustés sur ma rétine. Quand je vais me coucher à 4 heures du matin, ils sont partout dans ma tête. Ils sont vraiment là, quoi. Et donc, du coup, certains d'entre nous, à la fin de la diète, peuvent voir, en fait, les kénés de la plante sur sa propre peau, si tu veux. Et en fait, on dit que ça fonctionne comme
comme un espèce de, comme un filtre en fait, comme une toile d'araignée, vraiment c'est ce qu'ils disent en fait, et que du coup en fait les énergies extérieures mauvaises ne peuvent pas pénétrer en toi, et qu'en fait les énergies de ta diète, elles sont bien dedans, et que c'est pareil en fait, elles peuvent pas sortir. Et ça vraiment c'est une diète réussie. Donc on voit qu'il y a tout un processus en fait qui est vraiment pour qu'une diète soit réussie, et c'est ça en fait vraiment la finalité, si tu veux, d'arriver à ce point de presque, je sais pas comment expliquer, pas de connivence, tu vois, mais de proximité vraiment avec les plantes, quoi, qu'elles fassent partie de toi, tu te rends compte d'une façon à tous les niveaux, quoi, à tous les niveaux. Donc voilà. Mais ça, c'est quand on a dité beaucoup de plans et longtemps. Mm. Bah, oui, après je pense qu'il y a des gens qui, honnêtement, Oui. après c'est des grosses diètes quand même, évidemment, c'est des diètes assez longues, mais enfin une diète d'un mois c'est déjà une diète assez longue, hein, comparé à ce qu'on propose finalement. 4 jours, là. Ailleurs, 10 jours, 15 jours, une diète d'un mois, c'est déjà assez long. Et après, ça dépend encore une fois de ce que. Ça dépend du langage que tu as avec les plantes. Moi, je sais qu'il y a certains types de visions que je n'ai jamais. Et qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Moi, je l'ai jamais, ce type de vision. Après, moi, j'ai des visions aussi que clairement les autres, ils n'ont pas les mêmes. Donc c'est mon langage à moi. Euh, Après, moi, c'est vrai que dans les rêves, par contre, oui, ça m'est arrivé effectivement. Notamment parce que c'est pareil, à la fin d'une diète, en fait, t'es censé d'une manière ou d'une autre, en cérémonie d'ayahuasca ou dans tes rêves, ou en, je sais pas, en vision comme ça, dans la journée, t'es censé te visualiser au sommet de ta plante. Au sommet de ta plante en pleine lumière, d'accord. Et avoir un rêve aussi où on te met une couronne. Alors, les esprits de plantes, ils n'ont pas forcément des têtes de fougères, hein, clairement pas. Mais d'une manière ou d'une autre, en fait, il faut que tu aies un espèce de couronnement. Et ça, en fait, là, c'est aussi comme ça que tu sais que ta diète est réussie. Donc, c'est pareil, les chipibos, ils sont très, très attentifs aux rêves. Et il y a des rêves, effectivement, il y a des rêves majeurs. Et quand tu leur en parles, ils savent que que c'est un élément majeur et que et il faut vraiment, c'est vraiment structuré, en fait, c'est vraiment articulé. C'est vraiment pas juste boire la tisane et puis se connecter un peu. Ça va vraiment au-delà, c'est vraiment quelque chose de très profond. Et moi, je sais qu'effectivement, j'ai eu le rêve du collier, par exemple. Mon chaman m'avait chanté le fait que je recevais une couronne, que je recevais un collier, que je recevais tout ça. Il l'avait chanté en espagnol, en l'occurrence, enfin, juste le mot collier pour bien que je comprenne. Euh, donc je savais, il m'en avait parlé déjà de ce système-là, donc j'étais au courant. Il m'a fait le chant et puis honnêtement, après j'avais oublié quoi. Et 2 jours plus tard, effectivement, j'ai fait un rêve où il y avait un métis en fait dans mon rêve. Bon, il avait pas une tête de plante, hein, c'était un mec normal, métis quoi. Et en fait, il me présentait comme un sort de présentoir quoi, avec différents colliers dessus. Il y en a plein de petits. Et il y en avait un qui était magnifique, gros comme ça, en forme d'attrape-rêve bleu avec un cristal de quartz et donc les plumes comme ça, un truc énorme comme ça, comme un plastron vraiment quoi. Et évidemment j'ai dit c'est celui-là que je veux, il l'a pris, il me l'a mis autour du cou. Et du coup après j'ai dit ça aux chamans et ils étaient enchantés, ils étaient vraiment enchantés. Ils s'en sont tapés 5, ils étaient là, ils étaient ravis. Et durant la dernière cérémonie, il y a l'un des chamans qui m'a vu apparemment toute bleue sous l'arbre que je disais, le Renaco Blanco, toute bleue en train de méditer comme ça sous mon arbre, comme un avatar en fait. Mais vraiment avec mon collier bleu du coup aussi comme ça. Et il a eu cette vision de moi et du coup bah, pour lui ça voulait dire que voilà que ma diète était accomplie et dans ces cas-là ils sont vraiment heureux. Et puis toi tu le sens aussi hein, donc c'est quelque chose de magnifique quand même quoi. Ah, c'est magique quand même tout ce truc là quoi. Donc, euh, donc moi je sais pas combien j'en ai édité des plantes. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse un petit récap en fait un peu, pas forcément trop long, mais sur les plantes que j'ai diétées et comment j'ai évolué avec les plantes, ouais, ça vous tente? Allons-y. Mm. Donc moi j'ai commencé avec la rosacha, ce qui est en général assez basique. La rosacha, elle peut être violente, mais c'est chez Chipibo en général c'est celle-là qu'on donne en premier. A priori c'est une plante vraiment, on va dire qu'elle est bien enfin purgative, pas dans le sens où elle te fait vomir et faire caca, c'est pas ça le problème, mais c'est comme si en fait elle expugne hors de toi beaucoup de toxiques, beaucoup de toxines. C'est principalement par le canal de la sueur en fait. C'est une plante qui brûle, c'est une plante de feu en fait la rosacha. Et donc elle marche pour le mental, elle marche aussi pour le corporel vraiment, la sphère émotionnelle aussi vraiment. Elle fonctionne pour ça. Donc moi c'est vrai que bah, c'était ma toute première diète
diète. Je crois que c'était... j'avais bu de l'ayahuasca que 3 fois dans ma vie, je crois. Et ben, je suis tombée sur une nana, en fait, qui partait en diète vraiment avec un vieux de la vieille, loin sur le fleuve. Et ben, elle m'a demandé, en fait, elle m'a dit, ben, pourquoi tu m'accompagnerais pas, quoi. Donc on était vraiment que toutes les deux chez ce vieux. Puis c'était vraiment... ça se fait plus, en fait, les trucs comme ça. Il n'y avait pas de tombeau, même pas, il y avait juste une espèce de construction sur pilotis, juste au bord de l'eau, lui il avait sa petite baraque, perdue en pleine jungle, vraiment. Et, euh, et puis exposé aux moustiques et tout, c'était vraiment hardcore là pour le coup. C'était waouh, c'était vraiment impressionnant quoi. Et donc moi je connaissais rien au principe des diètes, ma copine m'avait pas spécialement expliqué ni rien quoi. Et moi, c'est vrai que je sortais un petit peu d'un passé toxicomane, on va dire. Donc, bien que j'en étais déjà sortie, hein, soyons clairs, c'est pas les plantes qui m'ont sorti de ça, mais il y avait encore quand même, on sentait une espèce de compulsion, on va dire, vers par exemple, la cocaïne. Voilà, au Pérou et en Bolivie, c'est facile de trouver de la cocaïne. Et moi, bah voilà, j'avais 20 ans, j'étais une ancienne teufeuse et compagnie, et je sentais que j'étais quand même à l'affût de ce que je pourrais me mettre dans le nez. Enfin, j'étais encore voilà, c'était encore malsain, c'était encore une espèce de- voilà, de trucs comme ça, assez accroché. Donc, bah, du coup, j'ai dit ça au chaman. Et puis, naturellement, voilà, elle est bonne aussi pour les addictions, en fait, la rosacha. Donc, voilà. Alors, je ne peux pas dire que j'ai vraiment connecté avec l'esprit de la plante, non. Mais par contre, j'ai fait des rêves absolument stupéfiants direct. J'ai eu des cérémonies vraiment, vraiment stupéfiantes. C'était une diète que de 10 jours, hein, pour le coup. Mais je pense que j'ai tout de suite quand même accédé à une dimension de j'ai eu la chance, en fait, effectivement, je crois, de connaître très jeune ça, et de même si j'ai pas tout compris, j'ai quand même senti quelque chose de fou, quoi. Bon, bref. Donc, du coup, voilà. Après, j'y suis retournée quand même des années plus tard, et là, j'ai diété l'ayahuasca, parce que c'est possible, en fait, de diéter l'ayahuasca aussi, et c'est très intéressant. Donc, dans ces cas-là, en fait, tu prends l'ayahuasca vraiment une nuit sur deux, donc c'est très intense. Pareil au niveau de l'alimentation, de machin, c'est pareil que pour les autres plantes, hein. Du coup, t'es vraiment. Et puis, vu que l'ayahuasca est quand même bien purgative, à la fin, t'es vraiment. T'es tout maigre, hein, quand même, t'es tout maigre. Et puis on voit bien en fait que quand une nuit sur deux comme ça sans rien manger, elle rentre l'ayahuasca. Franchement, elle rentre et je me demande si c'est physiquement parlant, je me demande si c'est pas la diète la plus intense que j'ai fait quoi. Là c'était avec Wish que je faisais ça, du coup mon ancien maestro. Et lui en particulier, il était extrêmement fougueux, on va dire, parce que lui, vraiment, les cérémonies d'ayahuasca, c'était, bon, on commençait à 7 h du soir, on prenait un verre, quoi. Au bout d'une heure, le verre, il monte pas, tu prends un deuxième verre. Quand on est redescendu vers 1 h du matin, on en reprend un autre, on repart. Et quand à 4 h, 5 h du matin, on est redescendu, on en reprend un autre. Et il chantait vraiment toute la nuit. C'était incroyablement intense avec lui. Il travaillait de cette façon-là. Peut-être parce qu'il était jeune ou peut-être parce qu'il aimait ça, je sais pas. C'était sa façon à lui de travailler, en tout cas. Et je peux vous dire qu'effectivement, une nuit sur deux, des cérémonies de cette ampleur, avec vraiment tant au niveau physique qu'au niveau visionnaire, parce que c'est pareil, lui, je pense qu'il aimait profondément en fait le monde des visions et que c'était son canal vraiment pour nous faire travailler. En tout cas, avec moi, c'est comme ça que ça marchait vraiment. Et, je sais que, enfin, j'ai accédé à des choses, on va dire que j'y suis pas forcément retournée derrière, mais c'est parce que je diétais l'ayahuasca vraiment elle-même aussi, je pense. Là, du coup, maintenant, les diètes que je fais, mes cérémonies d'ayahuasca elles sont moins spectaculaires. C'est moins dans les visions, c'est plus. Puis dans ces cas-là, l'ayahuasca en fait me connecte avec mes plantes de diète. C'est encore autre chose dans ces cas-là, donc je vais peut-être moins en profondeur dans le monde de l'ayahuasca vraiment, mais plus en subtilité dans le monde des plantes, on va dire. Mais du coup, avoir diété l'ayahuasca, moi, je suis contente de l'avoir fait. J'ai l'impression que ça se fait plus tellement maintenant, que la plupart des centres en fait proposent des diètes de plantes maîtresses directement. Mais moi voilà, qui me considère vraiment ayahuasquera avant toute chose en fait, je suis profondément heureuse en fait d'avoir elle m'a vraiment pénétrée d'une façon. C'est incroyable. Il y a vraiment des cérémonies en fait où je sentais son énergie, mais c'était d'une violence folle en fait, rentrer dans tout mon corps, dans mon souffle, dans mes machins. C'était vraiment impressionnant. Donc, Combien de temps cette diète? un mois entier. Un mois entier. Et, je pense que c'était vraiment une très bonne chose en fait pour vraiment commencer dans le processus de diète. Et maintenant, l'ayahuasca, c'est vrai que je la sens comme. Je sais pas, je la sens comme une. Ouais, non, tous les mots que je pourrais mettre dessus seraient stupides, donc je m'arrête là, quoi. Bon, bref, du coup, après, j'ai fait d'autres diètes intéressantes. Du coup, effectivement, j'ai connu les diètes sociales aussi, comme on dit, les diètes où tu es un peu plus proche des participants et tout ça. Mais ça, c'est un travail qui est vraiment pas profond, en fait. C'est ce que je me suis rendu compte après.
enfin je veux dire quand vraiment en comparaison, tu vois, en comparaison de quand t'es seul dans ton tombeau ou quand tu te permets d'aller dans la maloca, de papoter avec les gens, tout ça et tout, c'est pas du tout la même dimension. Donc voilà, moi j'insiste là-dessus pour les personnes qui se destinent à ça. C'est vraiment les gars, ouais, isolez-vous. Isolez-vous avec votre plante et vous allez voir que c'est une dimension de l'intériorité, de l'intériorité des plantes et de l'intériorité de soi-même qui est vraiment phénoménale, quoi. Donc, euh, donc voilà, après oui, j'ai diété la Numan Rao, j'ai diété la Yaoma, la Lupuna, le tabac, le Renaco Blanco. Et, euh, et voilà quoi. Bon, après, ce serait un peu long d'expliquer tout ça. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on parle maintenant, je pense, du tabac. Puisque, bah voilà, après cette petite conférence, on va faire la cérémonie de râpé. Donc, ça me ferait plaisir de vous parler de mon expérience qui est très particulière avec le tabac et qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je pense que ça peut être pas mal quoi. Bon, déjà, peut-être un petit point sur le tabac. Donc, le tabac, c'est une plante, je pense que tout le monde le sait. C'est le roi des plantes, quoi. Dans tout le monde américain, en l'occurrence, quand même. Le tabac, c'est vraiment c'est la plante sacrée par excellence. C'est la première chose qu'on a offert en l'occurrence aux colons vraiment. Et c'est quelque chose, c'est un esprit qui est vraiment, c'est un esprit qui est vraiment puissant, qui est vraiment absolument partout. Et c'est l'une des rares plantes en fait qui peut se combiner avec toutes les autres plantes sans interférer, qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de risque de croisement de machin, il n'y a pas ce problème-là. Et au contraire, en fait, parce que c'est la nourriture, le tabac, c'est la nourriture des autres plantes et c'est la nourriture des esprits aussi. Donc, en fait, quand tu vas, par exemple, pour, euh, pour aller récolter ta plante de diète ou que tu ta chakrona pour cuisiner l'ayahuasca, tout ça, il faut absolument, impérativement avoir des mapachos sur toi et souffler, en fait, la plante avant de lui couper les feuilles ou de lui prendre son écorce ou de récolter les fruits comme pour la yaoma pour prendre le bain avec ou des machins comme ça. C'est une manière en fait c'est comme un, c'est une manière déjà de demander en fait. Encore une fois à travers le souffle et donc à travers le tabac. Quand tu souffles sur une plante, en fait, t'as vraiment il y a les intentions en fait qui passent à travers le canal du souffle, que c'est comme leur support en fait énergétique pour pénétrer dans le champ énergétique de la plante. Donc en fait, toi, avant de couper une plante vraiment, bah, tu lui demandes la permission si tu veux, et puis t'y vas avec ton cœur encore une fois. Donc en fait, tu souffles sur la plante comme ça en lui demandant, tu vois, en lui demandant si tu peux lui couper les trucs, et puis tu lui donnes de la nourriture, comme ça. C'est déjà un échange. C'est pas juste, encore une fois, tu l'utilises. C'est pas juste, bah, je te prends ton écorce pour te diéter, je te prends la chakruna parce que je veux la DMT, et puis non, on est vraiment dans une optique d'échange. Donc effectivement, tu demandes la permission, tu nourris la plante, et en échange, effectivement, elle te permet de récolter bah, ses fruits, ses machins, tu vois. Donc voilà quoi. Donc ça c'est la petite particularité du tabac et c'est vrai qu'en tant que plante aussi, ça potentialise en fait l'effet des autres plantes. Donc en fait quand tu diètes une plante, tu peux en fait, bah, après les chamans le font évidemment en cérémonie, hein, en te soufflant dessus, tout ça si tu veux. Il t'aide aussi, le tabac est vraiment très présent, donc il t'aide, pareil toi, avant une cérémonie, tu te protèges en soufflant du tabac, tout ça. Pareil pour préparer l'ayahuasca, je pense que vous avez tous vu. Euh, alors ils chantent dans la bouteille, mais ils soufflent du tabac dans la bouteille aussi, tu vois, c'est super important de faire comme ça. Puis il y en a qui en soufflent aussi tout autour de la bouteille. C'est pareil, la pipe, c'est quelque chose de vraiment très important. Pour préparer ta pipe, en fait, si tu veux, tu charges en fait le tabac de ton intention, si tu veux, tu charges la pipe elle-même et tout ça. Et donc après, quand tu souffles dans la bouteille, ça, c'est vraiment un véhicule en fait. Le souffle et le tabac vraiment, c'est impressionnant comme il fait le lien en fait. Il fait le lien d'une façon presque physique en fait, en l'occurrence, avec, bah, avec les intentions, avec tout ça quoi. Bon bref. Donc voilà, le tabac c'est un esprit masculin. Et tous les personnes qui le croisent, et même les gens qui ne sont pas au courant et qui ne sont pas du tout dans le paradigme amazonien, ils le voient invariablement comme un grand homme noir, musclé, tanké, résistant, très costaud et très impressionnant. Alors, il est pas noir parce qu'il est obscur, surtout pas. Alors, le tabac peut avoir, il a une partie obscure évidemment. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'effectivement, nous, voilà, en Occident, on est possédé par le tabac, mais c'est principalement parce qu'on le fait de la manière adéquate. Je vais y revenir, non adéquate, pardon, en le fumant directement, chose qu'il ne faut pas faire. Mais il est pas, alors il a un monde obscur dans ce sens, effectivement, où il peut nous agripper, quoi. Mais fondamentalement, en fait, moi je le trouve fondamentalement pur en fait et droit et tout le monde le dit quoi. Et donc en fait si il se présente comme ça comme un esprit noir, c'est par la densité en fait. C'est pas parce qu'il est sombre ou négatif, en fait c'est par la densité de
de sa richesse en fait, de son savoir, de son enseignement, quelque chose qui est extrêmement... et je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous sentent. Je pense qu'il y a même juste à sentir en fait l'odeur du mapacho frais pour voir en fait la puissance de cette chose quoi. Bon bref, donc c'est un grand bonhomme comme ça, très noir et très impressionnant. Il est vraiment impressionnant quoi. Et donc en fait il est lié au masculin. Euh, mais ce qui est intéressant avec lui, en fait, pour vraiment l'incorporer de la façon juste, en fait, si tu veux, tu peux pas commencer à le fumer directement, en fait. Quand tu le fumes, tu es directement dans le plan aérien et le plan du feu, en fait, si tu veux. Tu vois, la combustion et la fumée. Et en fait, pour commencer à l'incorporer vraiment, il faut commencer, en fait, par la partie physique, la partie terre, et la partie, en fait, la partie émotionnelle, la partie féminine, si tu veux, la partie de l'eau, en fait. Donc, vraiment, pour commencer à être vraiment ami avec le tabac et l'incorporer de la façon juste en fait et qui reste en toi et qui ne soit pas en fait juste volatile et que du coup effectivement des gens comme moi en l'occurrence ont besoin de s'injecter des doses régulières de masculin tu vois de tabac mais que c'est complètement volatile en fait c'est parce que je vais le prendre à l'extérieur il n'est pas en fait incarné à l'intérieur de moi tu vois si je l'avais justement fait de la façon adéquate ben en fait je l'aurais à l'intérieur si tu veux et j'aurais pas besoin en fait de m'injecter des doses de lui et puis que ça s'en va tu vois et puis après j'ai encore besoin quand vraiment tu commences de la façon propice en l'occurrence en commençant par la façon physique et la façon aquatique en l'occurrence donc ça passe par la diète de tabac et dans ces cas là en fait tu le bois de façon liquide donc tu le fais macérer dans de l'eau hein, tout simplement à différentes concentrations alors au début ils te font souvent une concentration extrêmement forte euh, pour qu'ils servent en fait vraiment comme purgatif si tu veux quoi parce que c'est quand même toxique en fait hein, la nicotine à haute dose tu peux vraiment en mourir hein. Donc c'est quelque chose en fait que ton corps va éjecter vraiment quoi donc tu prends une concentration de tabac comme ça tu bois beaucoup d'eau et tu purges en fait tu purges c'est comme ça tu vas transpirer aussi c'est quelque chose d'extrêmement et puis t'as mal à la tête enfin c'est comme une fièvre hein, c'est waouh c'est extrêmement violent quoi mais c'est comme ça qu'il faut faire en fait pareil avec toutes les plantes c'est normal en fait de commencer par le côté purgatif, en fait, le côté nettoyage est quelque chose de vraiment très important. Et toutes les plantes maîtresses, en fait, fonctionnent de cette façon-là. Elles vont commencer, en fait, par éliminer les choses qui vont pas pour pouvoir après incorporer leur médecine, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec le tabac notamment. Le tabac, en fait, c'est quelque chose qui renforce le tabac, en fait, c'est vraiment la force, la structure, si tu veux, et la clarté, la lucidité mentale, la droiture, si tu veux. C'est vraiment la verticalité, quelque chose qui est concentré, qui est efficace, qui est structuré. Et pareil au niveau de la force, c'est quelque chose qui est assez tanké, tu vois. Et donc, en fait, lui, la façon dont il va travailler au début, justement, en te faisant vomir et tout ça, et aussi, justement, en te rendant d'ailleurs extrêmement faible. Au début, en fait, il va, justement, en fait, puisque lui, son truc, c'est la force, il va commencer par enlever il va retirer la faiblesse de toi, il va vraiment la faire sortir. Mais ce qui fait que dans la première phase de la diète, en fait, tu vas être tout faible. C'est à peine si tu pourras tenir ta tête debout parce qu'en fait, t'es en pleine faiblesse, t'es tout fragile, tu tiens à peine debout. Mais quand il fait ça, en fait, c'est justement pour en fait sortir la faiblesse de toi. Donc c'est la première phase. C'est pareil au niveau du mental, puisque c'est quelque chose en fait qui te fait la clarté mentale, la lucidité. Au début, en fait, tu vas avoir l'esprit qui est complètement comme ça dans tous les sens, super agité. Mais justement, c'est parce que c'est en train de sortir en fait. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup et ça fonctionne comme ça avec toutes les plantes. Le Chirixanango, par exemple, qui travaille sur la peur et sur la froideur affective, bah lui c'est pareil. Au début, il va te plonger effectivement dans une espèce de peur viscérale. Tu vas avoir froid, trembler de partout. Mais en fait, quand il s'est fait ça, c'est parce que c'est en train de sortir. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose de vraiment purgatif. C'est du nettoyage. Alors bien sûr, il faut accepter en fait de traverser la phase où vraiment bah tu prends conscience. Mais c'est pas qu'au niveau de la conscience, hein, c'est vraiment au niveau physique en fait en l'occurrence. C'est pas juste ah bah je prends conscience de mes faiblesses et je leur dis adieu. Pas du tout. Là en fait, ça sort physiquement de toi quoi. Et pareil, le mental complètement foufou pour qu'il se calme derrière. Les pensées, ça devient des entités vraiment des entités. Tu te dis mais au secours quoi. Et la faiblesse où je te dis t'es comme ça, t'es tout machin, c'est particulier. Et après une fois qu'effectivement, donc ça c'est la première phase. Et c'est comme ça aussi qu'on s'en rend compte. Quand tu commences effectivement à pouvoir boire le jus de tabac sans le vomir, sans être agité et sans être tout rétamé sur toi-même, mais au contraire être comme ça, bah là c'est que le tabac commence à être en train de rentrer si tu veux. Et là dans ces cas-là, ça veut dire qu'effectivement tu chemines bien sur ta diète et que bah le tabac tu l'as incorporé pour de vrai. Et du coup tu vas pas le masculin est vraiment incorporé en toi.
Et dans ces cas-là, effectivement, tu peux passer après à la forme fumée, bien que les chamans, en fait, ils n'avalent pas la fumée, hein. Ils le soufflent d'une façon différente, c'est encore autre chose. Mais dans ces cas-là, effectivement, moi, c'est pour ça d'ailleurs que... Et c'est quelque chose que j'adore, parce que du coup, pour te guérir de l'addiction au tabac, ben, c'est avec le tabac que tu le fais. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, encore une fois, que le poison et le remède soient la même chose, et que tu puisses te guérir, en fait, à travers... Ça me fait plaisir, en fait, de ne pas avoir à me mettre, je ne sais pas, des patchs ou je ne sais quelle connerie pour arrêter de fumer, mais de me tourner, en fait, vers lui. Déjà, peut-être de m'excuser de l'avoir fumé toute ma vie, en fait de l'avoir utilisé quoi, en injectant des doses effectivement de masculin, parce que ça me voilà plutôt que de faire l'effort en fait d'incorporer le masculin en moi et de l'avoir vraiment à l'intérieur de moi et du coup de pas avoir besoin de réitérer. Ben là en fait voilà, c'est nous ce qu'on fait, c'est après la volonté est bonne de base. On sent effectivement que ce soit les jeunes garçons ou les jeunes filles qui ont besoin de se détacher des parents, qui voilà, c'est le côté effectivement masculin. On commence à s'individuer, on commence à s'affirmer en tant que jeune personne, et effectivement dans ces cas-là on a besoin du masculin quoi, et il n'y a pas de problème avec ça vraiment quoi. Et donc c'est normal en fait qu'on ait cette tendance à se diriger effectivement vers le tabac quand on a 14 ans, quelque chose comme ça, parce que c'est une initiation dont on a besoin. Simplement, bah encore une fois, c'est pas fait de la façon, c'est un rite de passage qui est pas fait de la façon adéquate, et donc en fait il n'est pas incarné quoi, c'est complètement volatile, et donc en fait voilà, sur le moment effectivement on fume, ça nous calme, ça nous permet de réfléchir. Effectivement tous les gens qui font des études ou les écrivains, on voit qu'effectivement quand on fume ça nous concentre. Effectivement le tabac cet effet là, le problème c'est que ça dure pas longtemps, il faut toujours en rallumer une autre, et puis quand il y en a plus t'es énervé, t'as le mental qui est comme ça effectivement, puis t'es fatigué, tu sens que bah oui effectivement parce qu'on s'est juste injecté des doses mais on l'a pas profondément. Donc en fait la façon, moi j'aime en fait de voir que dans notre société, sous ce temps qu'on est, oui on utilise les plantes, on sent bien en fait et c'est tout à fait naturel, on se tourne vers les plantes dont on a besoin. Pareil avec les gens, je pense qu'ils se tournent en l'occurrence vers l'héroïne, vers le pavot, vers la coke qui en l'occurrence est la coca, vers le café, vers le machin. Instinctivement en fait on fait comme les ours qui vont se guérir en mangeant des baies, tu vois. Simplement en fait ben nous en fait l'accès qu'on a à ces plantes, déjà regarde le tabac qu'on a ici, il n'y a pas moyen qu'on ait du tabac un peu pur quoi, rien que ça tu vois. Déjà, il faut que ce soit tout pourri, tu vois ce que je veux dire. On n'arrive pas à... C'est pareil en fait, la coke, tu vois, c'est vraiment de la merde. Mais la coca en tant que telle, elle est magnifique cette plante, et c'est même un super aliment en fait quand tu la prends vraiment en feuille ou en poudre en fait, en mambé comme ils font en Colombie si tu veux. Elle est pleine en fait de, et tous les ingrédients qu'elle a en elle si tu veux en fait compensent le côté peut-être un peu maniaque si tu veux vraiment qu'on trouve vraiment dans la cocaïne si tu veux. Ben en fait elle a plein d'autres éléments qui fait que ça tempère, et que quand tu effectivement prends ton mambé ou que tu mâches tes feuilles de coca, ben en fait tous les éléments qu'elle a en elle, en fait, ça fait que c'est équilibré. Et tu vas pas avoir le truc comme ça de la cocaïne, tu vois. En tant que telles, elles sont parfaites, en fait, les plantes. Elles sont bien équilibrées et elles vont pas te rendre dépendant. Le problème, c'est ce qu'on en fait derrière. Avec le tabac, avec nos additifs à la con, avec le fait qu'on le fume, avec le fait qu'effectivement la coca soit transformée en coke, enfin voilà, le pavot, bon, je connais pas les propriétés du pavot vraiment comme ça, mais enfin, ça passe par tout un tas de trucs avant de devenir vraiment. Bon, l'opium, c'est un peu plus pur, effectivement, mais enfin, bon, bref. Encore une fois, on le fume l'opium, peut-être qu'il faudrait l'incorporer d'une autre façon pour être, tu vois, pour effectivement bénéficier des effets peut-être de la force féminine en l'occurrence. Je pense que l'opium c'est une force féminine assez enveloppante, l'héroïne en tout cas c'est l'effet que ça fait, enveloppante, caressante, un sentiment quand même de paix, il y a un sentiment de paix et de... C'est terrible à dire, mais presque d'illumination, hein, vraiment avec l'héroïne en fait, hein. Il y a un côté visionnaire aussi, où... ouais, voilà quoi. Donc effectivement, je pense qu'il y a il y a quelque chose de beau en fait vraiment dans le pavot si tu veux. Simplement nous, bah tout est fucké quoi. Mais pour autant, notre instinct naturel en fait qui nous pousse à aller nous guérir en fait, à essayer en fait de soigner par les plantes, il est juste. Le problème c'est que voilà. Donc moi, ça me fait plaisir en fait qu'on puisse effectivement se soigner de nos façons incorrectes en fait d'utiliser les plantes à travers elles, sans chercher d'autres substituts, mais de revenir à elles de la façon juste et effectivement bah, de se détacher du tabac avec le tabac. Moi, je trouve ça génial en fait. Je trouve ça génial. Donc voilà, ça c'était un petit point sur le tabac. Donc voilà, moi je suis pas forcément. Moi, je l'ai diété d'une façon, je l'ai fait toute seule. C'est une diète que j'aurais pas forcément. Voilà, normalement, j'ai pas le niveau pour faire une diète, on va dire, sans chaman qui justement me redresse ma diète pour être sûr que je pars pas dans l'obscurité. Puis moi, j'ai fait une grosse bêtise. Je l'ai mis dans ma bouteille. J'ai une bouteille de parfum, en fait, un parfum artisanal avec. Je vais le montrer d'ailleurs. Avec toi, tu l'as pas vu. Du coup, je te le montre, Non, le parfum de Wish. Voilà. Donc ça c'est, voilà, tu vois,
Ça, c'est la bouteille que Wish il m'a fait il y a longtemps. Donc en fait, il a mis plein de plantes dedans, donc des plantes qui sentent très bon, et aussi des plantes maîtresses. Et après, il a mis de l'agua florida de rose dessus. Donc grâce à l'alcool, en fait, les plantes sont préservées. Et ça fait 5 ans que je l'ai, cette bouteille. Et là, désormais, en fait, toutes les plantes que je diète, il y a des fleurs d'ayauma dedans, il y a de l'écorce de lupuna, enfin, toutes les plantes que je diète, je les rajoute dedans. Et après, je rajoute de l'agua florida, et elles sont conservées pour toujours, tu vois. Et donc, en fait, j'avais mis dans cette bouteille, j'étais en train de diéter le tabac, et donc j'avais le masseau de tabac, tu sais, la carotte de tabac, j'avais coupé un gros morceau, et je l'ai mis dedans, tu vois, comme ça. Et je l'ai fait macérer toute la nuit. Et du coup, je me le suis le lendemain, tu sais, je sortais de la douche et puis c'est un truc que j'aime bien faire. Alors normalement, je suis pas trop censée le faire, mais j'avais déjà remarqué que ça gênait pas. Et oui, je l'utilisais. Vu qu'il y a d'autres plantes maîtresses, normalement, quand tu diètes une plante, tu peux pas être en contact avec les autres plantes maîtresses. Parce qu'effectivement, ça croise, on va dire. Après ça, moi, quand j'étais en diète, Wish, il l'utilisait, même sur les autres participantes, il utilisait la bouteille pour souffler sur les gens en cérémonie. Il a chanté dedans indéfiniment lui-même. Et il me disait, en fait, de m'en mettre vraiment, tu sais, pour me protéger avant les cérémonies. Donc voilà, moi, je considère qu'en fait, ça croise pas ma diète. Pour l'avoir expérimenté, ça croise pas ma diète en fait, même s'il y a d'autres plantes maîtresses. Donc bon, bref, j'avais mis le tabac là-dedans, je l'ai bien laissé macérer, et le lendemain en sortant de la douche, je m'en suis appliquée vraiment partout quoi. Et donc ça c'était vers, je sais pas, vers 7 heures du matin du coup. Et vers 9 heures du matin, en fait, j'ai commencé à entrer dans une fièvre absolument folle. Absolument folle. J'ai commencé effectivement à avoir mal à la tête, et puis j'ai bien vu, si tu veux, que je dis oui, bon, ça, voilà, c'est de la fièvre, ok, c'est. Voilà. Mais une fièvre en fait d'une profondeur. Alors j'ai pas pris ma température, mais j'étais d'une profondeur insondable. Et j'ai commencé en fait à avoir extrêmement mal dans tout mon squelette. En fait, ça commençait, c'est dans les os du visage comme ça se déplaçait vraiment tu sais, dans les pommettes, dans la mâchoire, dans une douleur comme ça qui se déplaçait. Donc moi j'étais comme ça, les yeux fermés, si tu veux, dans le hamac. Et à part souffrir, je pouvais pas faire grand chose d'autre en l'occurrence. Et petit à petit, c'est vraiment descendu dans la colonne vertébrale, vraiment dans les os de tout mon squelette. En fait, c'était vraiment un truc de fou. Et en fait, j'étais dans un espace extrêmement particulier. Je flottais comme dans un espèce de no man's land. Vraiment, c'est un espace tout noir, mais très éthéré vraiment, mais c'était pas moche, hein, c'était vraiment comme si mon esprit, il était désincarné en suspension dans un espace tout noir, mais il était beau cet espace en fait, il était profondément beau, et il y avait une lucidité de l'esprit, c'était incroyable, c'était comme si mon esprit en fait pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière dans cet espace, et donc j'avais quand même extrêmement mal dans tout mon corps, avec une fièvre à s'arracher la tête, mais pour autant mon esprit il était dans une clarté vraiment, vraiment incroyable en fait, donc c'était très bizarre à vivre, cette espèce de dissociation, d'une douleur énorme et dégueulasse, quoi. Mais pour autant avec un esprit infiniment clair. Donc en fait j'ai souffert comme ça toute la journée. Du coup pendant 12 heures d'affilée, vers la fin j'ai quitté la Manoka et j'ai été dans ma chambre, je ne savais pas quoi faire de moi-même, je me suis mis dans mon lit et là en fait j'ai commencé à avoir des visions quoi. Et j'ai vu vraiment en fait l'esprit du tabac, il s'est vraiment en fait présenté comme un grand, mais alors c'était même pas un homme à ce stade, c'est comme un géant vraiment tout noir comme ça face à moi si tu veux. Et il a commencé à faire des choses vraiment bizarres, en fait il prenait des organes de mon corps et il les faisait en fait, il les mettait dans son corps à lui comme ça. Et il faisait tourner sa main comme ça. Et après, il me les rendait et ils étaient tout purs. Et je me souviens vraiment de mes poumons parce qu'il les a vraiment sortis de mon corps comme ça, tout dégueulasse, tout noir. Ça fait 20 ans que je fume, voire plus. Et il les a mis dans son corps et après, il me les a rendus tout roses comme ça. Donc sur le moment, je sais pas, de toute façon, j'étais vraiment en état de fièvre, vraiment, à mon avis, je devais être à 42 à ce moment-là, c'était vraiment, vraiment la fin, quoi. Et donc, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait, de toute façon, je regardais, tu vois, comme ça, quoi. Et il a commencé à me parler de la mort en fait, de ma mort en fait vraiment. Et j'ai commencé à voir en fait, il me parlait de la mort d'une façon, je sais pas comment t'expliquer, comme si, d'une façon cool et apaisée en fait, hein, mais comme quelque chose qui est en train d'arriver, quelque chose de, voilà, c'est quelque chose de très réel si tu veux. Pas d'une façon danger, hein, mais d'une façon, voilà. Et là en fait j'ai vu comment ma mère allait apprendre ma mort. Voilà, j'ai vu qui c'est qu'allait lui apprendre parce que il n'y a, y a pas de wifi dans la jungle, donc bon, bref, j'ai vu de quelle manière. Voilà. Et c'est là en fait que j'ai ouvert les yeux et que j'ai réalisé ce que j'avais fait. Et c'est étrange parce qu'en fait, la veille, avec mon collègue, on en avait parlé en fait du fait que la nicotine en transcutanée, la nicotine sur la peau, en fait, c'est mortel vraiment. Il me l'avait dit la veille. Je sais pas comment j'ai fait pour innocemment. Bon, c'est vrai que j'ai pas forcément une mémoire folle, mais enfin, il y a quand même des limites. Innocemment, de couper ça de tabac, de mettre dans machin. Je sais pas. Et là, d'un coup, je vais à Dieu, je fais ah, qu'est-ce que j'ai fait. Purée, j'ai couru sous la douche, je me suis savonnée comme une malade. J'ai été dans la Maloca dire à mon pote, j'ai purée, j'ai fait ça. Il m'a dit, mais t'es conne, mais mon Dieu, bon, bref. Donc voilà. Et bon, finalement, comme voilà, j'ai survécu.
Donc voilà mon expérience du tabac. Ça n'empêche pas que j'ai continué à le diéter après, du coup. Bon, j'ai plus jamais remis de parfum. Bon, le parfum, du coup, bah, c'est le même, hein, celui-là. Mais en fait, il est réparé. J'ai enlevé le tabac, j'ai rajouté de l'eau et d'une manière ou d'une autre, je l'ai purifié avec l'eau d'un lac sacré aussi, où j'ai été là-bas dans les Andes exprès pour aller chercher le machin. Donc bon, bref, il est réparé, ça va. Il est plus dangereux, c'est plus un parfum mortel maintenant, ça va. Donc voilà. Mais voilà mon expérience du tabac. Mais cela dit, même si c'était certainement une grosse erreur, j'ai continué en fait. Ça, c'était le deuxième jour, hein, vraiment. J'ai diété pendant une semaine entière. Et j'ai continué en fait à boire mon jus de tabac le matin et le soir en fait. Et en l'occurrence, moi je le vomissais pas. J'ai eu des rêves très intéressants. Mes cérémonies d'ayahuasca en étant en diète de tabac étaient très intéressantes. Donc voilà, certes, ça ressemble quand même à une diète, à une torsion diète, hein, assez importante, assez vénère, assez grave. Mais en même temps, il me semble avoir eu un contact avec le tabac que je regrette absolument pas. Et je pense avoir découvert un aspect de lui qui moi personnellement me dérange pas. Puis derrière, mes diètes ont été redressées par d'autres chamans, donc ça va. Donc je sais pas si on peut considérer que je suis vraiment alliée avec le tabac de la façon vraiment correcte, mais en attendant, moi j'ai un amour profond pour lui et j'attends qu'une chose effectivement, c'est voilà, de le diéter correctement et d'apprendre voilà, à le respecter plus que ce que j'ai fait toute ma vie. Et voilà. Donc ça c'était le petit point sur le tabac. Là maintenant on va faire une cérémonie de voilà, de râpé. Et alors là, dans ces cas-là, c'est la forme solide, hein. Le tabac, le râpé, donc la poudre de tabac vraiment que je vais vous souffler dans le nez. Ça, c'est la forme solide, donc c'est une forme qui respecte le tabac, on va dire, pour commencer. Donc tout va bien. Et voilà, on va voir de quelle manière vous le recevez. Si à travers mon souffle, vous pouvez peut-être sentir quelque chose de particulier, parce que comme je vous l'ai expliqué, le souffle, bien qu'étant pas chaman, le souffle d'une personne tout court, je pense, hein, c'est quelque chose de très particulier. Et je sais qu'il y a des amis à qui je l'ai fait récemment, qui ont fait des rêves des rêves de serpents et de jaguars très intéressants après le râpé avec moi. Donc on va voir ce que ça vous fait à vous. Et, euh, et voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette conférence. J'espère que ça vous a plu. Oui, Et merci voilà, à toi. avec plaisir. Très intéressant.